Bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce web rendez-vous du Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté. Bienvenue à ce rendez-vous qui est consacré à la thématique du réemploi, où on va vous présenter 2 retours d'expérience de la région Bourgogne-Franche-Comté. J'espère que vous êtes bien installés devant vos ordinateurs. Nous allons commencer pendant que les personnes continuent à se connecter. Alors, le programme aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 12h15 environ, et le programme aujourd'hui est construit en 4 parties. D'abord, une partie introductive, contexte, où on va parler notamment du diagnostic ressources réglementaires. Et puis après, on va parler d'un premier retour d'expérience qui porte sur une dépose participative qui a été réalisée dans le centre commercial Dauphine à Dijon. Puis un volet qui porte sur la réhabilitation du projet de la réhabilitation du bâtiment N du site de l'Arsenal à Besançon, qui reviennent sur le lot réemploi et l'achat responsable. Et un temps de questions est prévu après chacune des parties. Pour ce programme, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir 3 intervenants. D'abord, Sophie Lambert de Bobby Réemploi, qui est la fondatrice et la gérante de ce bureau d'études. Ensuite, qui va nous parler du projet de Centre Dauphine. Ensuite, Sylvain Douce, qui est maître d'ouvrage pour le bâtiment N à Besançon, et Caroline Chalamont, qui travaille pour Grand Besançon Métropole en tant que facilitatrice des clauses sociales. Donc, notamment pour l'intervention, comment attirer et fédérer les acteurs du territoire autour de l'achat responsable. Je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes le centre de ressources régionales concernant la construction durable et nous menons des actions d'information, de conseil, de sensibilisation et de formation auprès des professionnels de bâtiments dans la région dans le but de développer la construction durable. Dans nos actions phares, nous organisons des moments de rencontres et d'échanges avec les professionnels, dont ce web rendez-vous fait partie. Et le rendez-vous d'aujourd'hui est organisé en partenariat avec Grand Besançon Métropole. Comme vous avez pu le remarquer, vos caméras sont coupées, vos micros sont coupés, on les a réservés aux intervenants. Par contre, vous pouvez bien sûr poser vos questions tout au long de leurs interventions par l'espace chat. Donc, c'est moi qui relève vos questions et qui les pose à l'oral aux intervenants. Donc, n'hésitez pas à être très explicite et très clair dans vos questions pour que je puisse les relayer correctement. Je précise aussi que le support de présentation et la vidéo seront disponibles sur le site internet du Pôle Énergie après ce rendez-vous. Donc, comme je l'ai dit, il y aura 2 temps de questions, un temps après l'intervention de Sophie. Donc, pensez bien à poser les questions que vous souhaitez adresser à Sophie pendant son intervention. Et après, un deuxième temps d'échange après l'intervention de Sylvain Douce et de Caroline Chalamont. Donc, en introduction succincte, les 2 projets dont on va parler aujourd'hui sont d'apparence très différents. Le premier, le bâtiment N sur le site de l'Arsenal à Besançon, concerne la réhabilitation d'un bâtiment universitaire. Ça concerne à peu près 7000 m². Et c'est un maître d'ouvrage public, donc avec toutes les contraintes qui sont associées à une maîtrise d'ouvrage public et aux appels d'offres dans ce contexte-là. Le centre Dauphine de l'autre côté, donc un centre commercial à Dijon, qui fait à la fois l'objet d'une réhabilitation et aussi d'une extension neuve importante. Et il s'agit d'un maître d'ouvrage privé. Comme vous pouvez voir sur les images, c'est aussi 2 bâtiments qui ne datent pas du tout de la même époque, donc qui dans un contexte de réemploi, évidemment,
a aussi son importance. Alors, malgré cette apparence de projet très différent, il y a quand même deux dénominateurs communs, ou peut-être même trois. D'une part, les deux projets ont pu se faire ou à concrétiser ce volet réemploi grâce au volontarisme et à l'envie des maîtres d'ouvrage d'investiguer ce domaine-là, bien que à l'époque, quand ça a été initié, il n'y avait aucune exigence réglementaire. Donc, il s'agit bien de maîtres d'ouvrage qui ont ce côté volontaire d'aller au-delà de la réglementation et de se préparer à l'avenir. Et aussi relever les enjeux contemporains, parce qu'on sait tous que il y a de nombreuses raisons qui font que le fait de réemployer des matériaux est pertinent. Les deux autres points, c'est que ils ont réalisé des diagnostics ressources volontaires et surtout qu'ils ont mené des démarches participatives. On va l'entendre dans les détails, mais en ce qui concerne le bâtiment N, donc à Besançon, en fait, c'est un projet qui a émergé du territoire. C'était le rendez-vous qu'on fait aujourd'hui en web rendez-vous en 2018. Et le pôle énergie a organisé un rendez-vous similaire autour de la thématique réemploi. Et en fait, c'est suite à ce midi du bâtiment en 2018 qui a émergé un projet territorial avec le souhait d'avoir un chantier pilote qui est devenu ensuite, Sylvain Douce va en revenir en détail, un chantier pilote dans la région. Dans les prémices de ce chantier pilote, il y a eu un diagnostic ressources un peu particulier parce que ça a été un diagnostic ressources participatif avec les acteurs du territoire. Donc, il y a eu une cinquantaine de personnes qui, sous le pilotage de l'AMO Réemploi qui était Bellastock, qui est toujours Bellastock sur cette opération, il y a eu ce diagnostic ressources participatif et qui a ensuite, bien évidemment, été complété par un diag ressources complet par l'AMO. Voilà, donc là, pour les origines et la démarche participative concernant le projet de l'Arsenal. En ce qui concerne le centre de Dauphine, en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche de certification BREEAM. Et c'est par le biais de cette démarche de certification que le maître d'ouvrage a été orienté vers un diagnostic ressources qui peut être valorisé dans le cadre de la certification. Et c'est quand il s'est aperçu de la richesse des matériaux et des ressources qui existaient dans ce bâtiment qu'il a été convaincu et intéressé par la mise en œuvre concrète de cette démarche. Et donc, du coup, ça a abouti, in fine, à, cette fois-ci, pas un diagnostic ressources participatif, mais à une dépose participative qui a eu lieu au mois de septembre de l'année dernière et sur lequel Sophie va intervenir en détail tout à l'heure. Donc, tout ça pour dire que ce côté volontaire et la motivation des maîtres d'ouvrage est très important pour initier ce genre de démarche qui reste novateur et innovant, surtout dans notre région parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets encore. Alors, pour terminer la partie introductive, du coup, je vais dire quelques mots de ce fameux diagnostic PMD qui, vous l'avez entendu, a été mené de façon volontaire par les acteurs des deux projets Centre Dauphine et Bâtiment N. Par contre, c'est quelque chose qui est devenu réglementaire depuis le début de l'année. Donc, le diagnostic pré-démolition produits matériaux déchets, ou PMD, est devenu réglementaire depuis le 1er janvier de cette année. Les objectifs de cette obligation, c'est bien entendu d'augmenter les taux de réemploi et de valorisation dans le cadre des projets et d'améliorer la traçabilité des déchets de chantier. Et c'est les maîtres d'ouvrage qui sont responsables de la mise en application de cette obligation. Et ça concerne
la démolition et les réhabilitations significatives de tout bâtiment supérieur à 1000 mètres carrés, ou alors s'il y a eu un stockage de substances dangereuses. Donc, c'est important de dire que même si c'est obligatoire pour ces projets de plus de 1000 mètres carrés, ça n'empêche à rien, n'importe quel projet, de réaliser le diagnostic, quelle que soit sa taille, et de s'inspirer du contenu du diagnostic pour mener une action de réemploi, quelle que soit son échelle. Même tout petit, c'est important de se lancer. Alors, donc, du coup, en complément de la taille, ce diagnostic réglementaire est obligatoire pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de démolir ou de l'autorisation d'urbanisme ou d'autorisation des travaux est postérieure au 1er janvier 2022. Donc, c'est pour tous les projets qui se lancent maintenant. Alors, dans le cas de ce diagnostic, qui est désormais réglementaire, en réalité, le diagnostic PMD est la fusion de deux pratiques existantes, du diagnostic déchets qui était déjà réglementaire depuis une dizaine d'années, et puis le diagnostic ressources qui est une pratique volontaire par les acteurs qui étaient intéressés par le réemploi. Donc, désormais, son cadre et son contenu est un peu plus cadré pour orienter les acteurs dans le même sens. Donc, il doit fournir des informations relatives aux produits et matériaux en vue de leur réemploi. Pour commencer, ça reste la priorité. Et seulement si le réemploi n'est pas possible, on peut recourir au recyclage. Et dans ce cas-là, le diagnostic doit recommander des filières appropriées. Et seulement après avoir vraiment exploré dans le détail les possibilités de réemploi ou de valorisation, qu'on a le droit d'éliminer de façon définitive les déchets. Et ça doit aussi donner des orientations pour assurer la traçabilité des produits, matériaux et déchets. Donc, voilà pour la partie introductive. Je vais sans tarder donner la parole à Sophie Lambert, qui est donc fondatrice et gérante de Bobby Réemploi et qui va nous exposer en détail le projet qu'elle a mené avec sur le centre Dauphine avec une dépose participative. Donc, je te laisse la parole, Sophie. Merci Lina. Bonjour à tous. Lina, par contre, je pense qu'il faut que tu arrêtes ta présentation. Ouais, il faut que j'arrête le partage. Voilà. Hop. Donc, normalement, ça doit être bon. Donc, je vais vous présenter donc le projet du Centre Dauphine à Dijon et la dépose participative qu'on a menée. Pour nous présenter rapidement, Bobby Réemploi, on est un bureau d'études lyonnais qui accompagnons les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre dans leurs projets de réemploi. On travaille à la fois sur des projets de déconstruction, donc qui vont être producteurs de déchets et matériaux de réemploi, où on réalise des diagnostics PEMD et des missions d'AMO économie circulaire réemploi pour mener la démarche jusqu'au bout. Et on accompagne aussi des projets plutôt en phase de conception, donc des projets neufs ou de réhabilitation qui souhaitent intégrer des matériaux de réemploi. Sur ces projets, on va faire des missions de sourcing de matériaux, des études de faisabilité pour le réemploi et rédiger les pièces marché nécessaires, enfin suivre la procédure de réemploi tout au long du projet. Notre objectif, c'est donc de mettre en avant, de mettre en place des démarches d'économie circulaire. On accompagne aussi des maîtres d'ouvrage à mettre en place des stratégies globales sur un patrimoine immobilier, par exemple, qui a, un maître d'ouvrage qui a à la fois des démolitions et des reconstructions pour voir comment les matériaux peuvent circuler d'un projet à l'autre.
Et donc, comme je disais au tout début, on est basé à Lyon, on travaille sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, avec cette volonté de rester, enfin, dans un territoire restreint pour connaître les, les acteurs locaux et pouvoir mettre plus facilement en relation l'offre et la demande en matériaux. Donc, le projet du Centre Dauphine à Dijon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un bâtiment, une galette de béton construite dans les années 70 en centre-ville, enfin en plein centre de Dijon. Le projet, enfin le bâtiment a été racheté par De Mathieu Bar Immobilier pour lancer donc une réhabilitation et une modernisation de ce bâtiment qui était un peu délaissé, avec une maîtrise d'œuvre portée par AA Group et avec Outside, Elitis, Tracor et 3IA. Et les travaux sont réalisés par De Mathieu Bar Construction. Aujourd'hui, le bâtiment fait 5700 mètres carrés et il y a une grosse extension puisque la surface va doubler, avec toujours un programme de commerce et bureaux. Donc aujourd'hui, c'est un centre commercial en rez-de-chaussée avec donc plein de petites cellules commerciales et un R+1, R+2 avec des bureaux. Et donc ça sera un programme assez similaire pour la suite. Et le projet visait une certification BREEAM, et comme l'a rappelé Lina en début de présentation, c'est cette certification BREEAM qui a déclenché la volonté de faire un diagnostic ressources et qui ensuite a permis d'arriver jusqu'à cette démarche participative en septembre. Les travaux de démolition, curage ont commencé en octobre avec l'objectif de livrer le projet fin 2023. Donc, juste pour vous montrer des photos de avant et après, pour que vous ayez un peu une idée du projet. Donc nous, Bobby Réemploi, on a été désignés à l'automne 2020 en tant qu'AMO Réemploi. Notre mission, ça a été de réaliser les diagnostics déchets et ressources. Donc, comme le précisait Lina, à l'automne 2020, faire un diagnostic ressources n'était pas obligatoire. Par contre, le diagnostic déchets était bien obligatoire déjà. À la base, à partir de ces diagnostics, on a donc préconisé des solutions de réemploi in situ et ex situ, étudier les filières locales, donc rechercher des solutions opérationnelles, et on avait ensuite pour mission de mettre en œuvre de façon opérationnelle cette démarche. Notre diagnostic ressources a permis d'identifier 130 tonnes de matériaux réemployables, mais par contre, pour nuancer un peu, 75% de ce tonnage était lié à des gravillons en toiture, puisque donc toute la toiture terrasse du centre Dauphine est recouverte de gravillons qui étaient assez intéressants en réemploi. D'autres gisements un peu remarquables, il y avait de la pierre de Bourgogne, environ 500 mètres carrés au sol, pas mal de menuiserie intérieure, des éléments de serrurerie, en particulier des escaliers. Et le point remarquable, c'est que dans chaque cellule de commerce, il restait du mobilier très divers. Dans certains commerces, du mobilier très qualitatif, dans d'autres un peu moins. Et c'est sur cette partie un peu plus mobilier que je détaillerai ensuite. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble un diagnostic ressources, on réalise en fait des fiches ressources par matériaux réemployables avec à la fois des images, des caractéristiques physiques avec des caractéristiques de dimension, de poids, toutes les données qu'on peut retrouver sur les matériaux, les quantités et ensuite des préconisations sur le réemploi des matériaux. Donc là, je vous donne trois petits exemples. Donc la pierre de Bourgogne, des portes et des luminaires qui étaient en grande quantité. Face à ce diagnostic, nos conclusions principales, c'était que les gravillons en toiture, l'entreprise de démolition allait trouver une solution de réemploi, parce que c'est des matériaux qui se valorisent facilement. Pour la pierre de Bourgogne, le maître d'ouvrage a étudié la possibilité de réemployer la pierre, mais de façon concassée, puisqu'on a fait des tests de dépose et on n'arrivait pas à la déposer d'un seul bloc. Donc, réemployer uniquement des éléments concassés dans un terrazzo sur le futur sol. Et pour les autres éléments, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'acteur local à Dijon qui pouvait récupérer en partie les matériaux, enfin en tout cas un lot conséquent de matériaux.
C'est comme ça qu'on a eu l'idée de proposer une dépose participative, donc un gisement très hétérogène, des quantités éparpillées dans chaque cellule commerciale et pas d'acteur local qui pouvait récupérer l'entièreté du stock. Donc le principe de la dépose participative, c'était d'organiser une récupération gratuite par des personnes intéressées pour la récupération et en contrepartie, la dépose, la manutention, le transport était à la charge du récupérateur. C'est un système qui était gagnant-gagnant puisque celui qui récupère en échange de son temps peut récupérer des matériaux donc gratuitement et le maître d'ouvrage en contrepartie a payé moins de frais de curage en début de chantier puisque ça a permis de faire un bon vidage du centre Dauphine avant le démarrage. Cette journée, cette dépose participative était ouverte à tous sur le principe, à la fois pro et particulier. Je vous détaillerai un peu plus après le bilan final sur qui a participé. Donc, comment on a organisé cette dépose? Tout d'abord, sur la base de nos diagnostics, on a fait un catalogue en présélectionnant certains matériaux, donc des matériaux qui étaient plutôt déposables facilement, des matériaux qui n'étaient pas nécessaires d'être conservés pendant la phase de curage. Par exemple, on avait identifié des garde-corps qu'il fallait conserver puisque en phase de chantier, ces garde-corps allaient servir de protection collective. Et par exemple, on avait aussi identifié des skydomes en toiture, mais pour l'étanchéité du bâtiment, on ne pouvait pas les enlever. Donc, on a fait cette première sélection de matériaux qu'on a ensuite diffusé à la fois dans nos réseaux. Donc, par exemple, le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté a beaucoup contribué à la diffusion auprès de quelques entreprises et architectes qu'on avait identifiés sur le territoire et surtout auprès de la presse locale, et ce qui a très bien marché. Donc, on avait fait un communiqué de presse qui a été diffusé notamment par le bien public. On a fait en place une procédure d'inscription en ligne avec un questionnaire et une visite obligatoire. C'est-à-dire qu'on a demandé à chaque personne qui voulait récupérer des matériaux de venir 2 semaines avant la dépose participative pour valider quels matériaux il voulait, parce que c'était important que la personne déjà voit l'état du matériau en vrai avant de le récupérer, pour s'assurer qu'elle le veut bien. Et c'était aussi important que la personne qui voulait récupérer appréhende la logistique du chantier, c'est-à-dire déjà quel matériel elle devait prendre pour pouvoir déposer les matériaux, comment ça allait s'organiser au niveau manutention. Par exemple, sur place, on n'avait pas d'ascenseur, donc il y avait de la manutention dans les escaliers. Cette visite a permis donc d'enlever de la liste certains matériaux qui étaient un peu lourds et donc qui allaient être dangereux à manutentionner dans les escaliers. Et aussi, donc voilà, ça nous a permis de faire un pré-tri, en fait, cette visite, pour réduire le nombre de participants et avoir que des personnes dont on était sûr qu'elles allaient bien récupérer les matériaux. On a ensuite organisé 2 jours de dépose qu'on a encadrés en septembre et tout cela, c'était cadré par une convention d'intervention qui a été signée par les intervenants, le maître d'ouvrage et nous, et des bordereaux qu'on a fait signer pareil aux 3 interlocuteurs, le récupérateur, nous et le maître d'ouvrage, pour attester que ces matériaux ont bien été donnés aux personnes qui les ont récupérés. Donc, pour information, pour vous donner des ordres de grandeur, on a eu une centaine de personnes qui se sont inscrites en ligne. On a dû fermer les inscriptions parce qu'on n'a pas assez de matériaux pour plus de 100 personnes, même pour 100 personnes, c'était un peu beaucoup. Donc, on a rapidement fermé l'inscription. Et ensuite, sur la visite, on a eu plutôt 25 personnes qui sont venues parce que on avait établi des règles de priorité pour pas que les gens se battent pour les matériaux. Donc, on avait déjà donné la priorité aux professionnels, puis aux particuliers. Et ensuite, si 2 personnes, donc 2 particuliers ou 2 pros voulaient le même matériau, on privilégiait celui qui voulait le plus de matériaux. Notre objectif, c'est d'avoir des personnes qui viennent récupérer des lots importants et pas beaucoup de personnes qui viennent récupérer des petites choses, parce qu'on était une équipe réduite pour encadrer, et donc il fallait quand même un minimum que ça soit efficace sur ces 2 jours.
Donc le bilan final, c'est que une vingtaine de personnes ont récupéré des matériaux avec finalement une répartition 50% professionnels, 50% particuliers. Et sur les particuliers, on a eu beaucoup de particuliers en fait qui refaisaient des maisons, enfin, et donc qui avaient besoin de beaucoup de matériaux d'un coup. Et comme je vous parlais d'hétérogénéité des gisements, vous voyez, on avait à la fois des escaliers, des éléments de vitrine, euh, des luminaires, des portes qui ont été déposées, des banquettes, des rails avec des luminaires. On a même eu la décoration de Noël du Centre Dauphine qui était là depuis plusieurs Noëls, qui a été récupérée. Donc des matériaux très très différents qu'un seul acteur n'aurait pas pu récupérer. Et en termes de bilan quantitatif, on a donc quantifié qu'on a permis la récupération de 5,8 tonnes de matériaux, ce qui équivaut à 35 000 kilos équivalent CO2, ce qui correspond à 35 allers-retours Paris-New York ou 4 850 repas avec du bœuf ou encore 30 000 livres de poche. En conclusion, si c'est une démarche que vous souhaitez mettre en place sur vos projets, euh, je voudrais vous préconiser quelques conditions nécessaires pour mettre en place ce type de procédure. Déjà, ce qui est important à préciser, c'est qu'on est intervenu avant le démarrage du chantier, en septembre, donc avant le démarrage qui avait lieu en octobre. C'est-à-dire que ça nous a permis d'intervenir dans un espace fermé, puisque le centre Dauphine avait fermé, sans coactivité avec les entreprises de travaux. Donc c'était un endroit qui était sécurisé encore, parce c'était un endroit ouvert au public avant. Et donc ça nous permettait de faire intervenir des entreprises des professionnels et des particuliers avec un minimum de cadre et de sécurité. On avait aussi bien choisi les matériaux qui étaient faciles à démonter et aussi sans contact avec l'amiante ou le plomb, parce qu'il y avait par exemple des plafonds, des faux plafonds, enfin des plafonds floqués avec du plomb, donc de l'amiante. Donc par exemple, on avait enlevé tout ce qui était dalles de faux plafond du catalogue pour être sûr que, enfin voilà, de pas proposer des matériaux avec un potentiel contact d'amiante. Ensuite, la raison principale pour laquelle on avait lancé cette idée de dépose participative, c'est parce que le gisement était très disparate et sans repreneur professionnel identifié. Et bien évidemment, si sur votre chantier, vous avez un repreneur qui peut récupérer un lot important de matériaux, un repreneur professionnel, c'est une solution à privilégier parce qu'elle est plus simple en termes d'organisation. Voilà, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et ensuite, il faut à tout prix que cette démarche elle soit encadrée. Donc nous, on avait pour information 3 personnes sur place pendant les 2 jours, et ça nous a pris aussi beaucoup de temps en amont à organiser. Quelques pistes d'amélioration par rapport à ce qu'on a fait. Finalement, à la fin des 2 journées, le centre Dauphine était bien vide, mais on a, avec les participants, identifié beaucoup plus de matériaux qu'on aurait pu déposer si on avait eu 1 ou 2 journées de plus. Donc finalement, prévoir jusqu'à entre 2 jours et 1 semaine sur ce type de surface, c'est plutôt, enfin, ça permet, plus on a de temps, plus on peut sauver des matériaux. Et par contre, il y a peut-être l'aspect logistique qu'on avait un peu sous-estimé, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, les ascenseurs n'étaient plus fonctionnels, donc on a dû faire la manutention dans des escaliers. Donc plusieurs gisements ont été enlevés de la liste au dernier moment parce que il fallait passer par des escaliers. Et on avait une seule place de parking, alors assez large pour faire rentrer un utilitaire, mais ça nous a obligés à faire un planning, enfin, un planning pour le stationnement. Et donc, ça réduisait aussi la liste, enfin, la quantité de matériaux qu'on pouvait prendre parce que le temps de stationnement et le temps de chargement étaient limités. Donc, c'est vraiment quelque chose à pas négliger si vous organisez des déposes participatives, de bien prévoir un accès logistique facile et assez grand. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, enfin, je vais ouvrir le chat.
Merci beaucoup, Sophie, pour cette intervention. C'est très intéressant, même si moi j'avais eu l'occasion d'aller dans le centre pendant la dépose participative. C'est super intéressant d'avoir cette présentation avec du recul, avec ton retour d'expérience partagé. On a effectivement quelques questions, donc c'est une question un peu classique pour tout type de nouvelle mission. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir si c'est possible de connaître le montant des honoraires de la mission pour un projet de ce type. Donc évidemment, je soupçonne un peu ta réponse que ça va dépendre de la nature du projet, mais je te laisse nuancer à mes propos. Oui, ça dépend toujours de la taille du projet. Alors après, je sais pas si votre question, elle porte sur les missions plus d'études ou la mission de dépose participative en soi. Puisque donc pour la mission de dépose participative, je vous laisse compter par rapport au temps passé. Enfin, comme je disais, on était 3 pendant 2 jours et puis du temps passé en amont et en aval pour bien tout cadrer. Et après, pour la partie études, on va dire que ça dépend déjà de la... Tu parles du coup du diagnostic ressources. Oui, c'est ça, du Oui. diagnostic, de la recherche de filière, enfin, de la mission d'AMO de façon générale. Ça va dépendre à la fois de la taille du chantier, de la spécificité. Enfin, par exemple, un bâtiment de logement où tous les logements se ressemblent euh, dans tout l'immeuble, qui est 90 logements, 150 logements ou 50 logements, ça va être des prix similaires puisque on n'a pas beaucoup de diversité dans les gisements. Par contre, un espace assez petit, enfin un bâtiment de 1000 mètres carrés, mais qui a 5 typologies différentes d'espaces et de matériaux, ça va être beaucoup plus cher. Donc, c'est un peu dur de vous donner une fourchette, mais puisque Oui. ça peut aller Oui, de 5 000 € à 30 000 €. En fonction Voilà. du contexte, ce qui se comprend. Merci pour cette réponse. Donc, j'ai encore des questions. Quelqu'un souhaite savoir quelle est la méthode et les données utilisées pour calculer le CO2 à éviter par le réemploi. Oui, alors, nous, on a fait le choix de calculer, en fait, à la fois ce qu'on économisait en phase de fin de vie du matériau. Donc, on économise une mise à la benne et on économise aussi la phase de production d'un nouveau matériau. Donc, pour ceux qui sont un peu familiers des analyses de cycle de vie, en fait, on prend la phase de fabrication plus la phase de fin de vie qu'on somme, et c'est donc ce qu'on estime comme gain de CO2. On a trouvé en fait des matériaux similaires, soit dans la base INES, où des FDES étaient disponibles, soit il y a une base de données ADEME, notamment pour le mobilier, qui permet d'avoir pas mal d'informations sur le mobilier. Et lorsqu'on n'avait aucune information, on a repris la matière principale, le matériau principal, par exemple, là, il n'y a pas l'exemple, mais sur des extincteurs, on n'a pas trouvé d'analyse de cycle de vie d'extincteurs, donc on a plutôt pris l'impact du métal qui compose l'extincteur. Voilà. Ok, super. On a aussi la question qu'on peut peut-être prolonger un peu. Quelles sont vos formations au sein du bureau d'études? On peut peut-être faire un parallèle. Quelle est la compétence nécessaire pour faire un diagnostic ressources, en fait? Oui. Alors nous, on est ingénieur architecte et ingénieur architecte. Quelle est la compétence nécessaire pour faire un diagnostic? Il faut connaître en fait le milieu du bâtiment. Alors je ne me souviens plus exactement comment c'est détaillé dans le décret, puisqu'il faut soit un diplôme attestant d'avoir fait justement des études d'ingénieur ou Ouais, d'architecte, soit un certain nombre d'années soit un certain nombre d'expérience. d'années d'expérience dans ce domaine. Ouais, mais je pense que justement, votre profil d'être à la fois architecte et ingénieur, c'est super intéressant parce qu'il faut vraiment avoir une très, très bonne connaissance des composants. On a aussi une question concernant les assurances. Quelle solution avez-vous adoptée côté assurance? C'est souvent un sujet qui est évoqué, mais vous l'avez un petit peu contourné dans ce contexte-là. Oui, en fait, nous,
Sur l'assurance, donc nous, c'est le cadre que je vous ai donné tout à l'heure. On a fait une convention d'intervention où on a demandé déjà à chaque participant de remettre son assurance de responsabilité civile. Donc on avait toute l'assurance de responsabilité civile si la personne qui intervenait causait un dommage sur le bâtiment. Et ensuite, c'était la convention d'intervention qui cadrait un peu les différentes, enfin le cadre de l'intervention, ce que la personne avait le droit de faire, pas le droit de faire, et les points de vigilance à avoir. Pour la partie assurance, plutôt sur quelle responsabilité le maître d'ouvrage a sur le matériau qu'il a donné. C'est le bordereau de don du matériau qui, en fait, transfère la responsabilité du maître d'ouvrage vers les récupérateurs et dédouane le maître d'ouvrage de toute malfaçon qu'il pourrait y avoir sur le matériau. Sachant que c'est pour ça aussi que nous, on fait bien les visites en amont. Enfin là, c'est pour les déposes participatives, mais quand on fait une recherche de filière plus classique, même professionnelle, on montre toujours le matériau à celui qui le récupère pour que la personne soit bien, enfin ne puisse pas faire de recours derrière sur l'état du matériau, sa qualité, puisqu'elle l'a bien vu en vrai. On a pas mal de questions. Par contre, je pense qu'on va en faire encore une ou deux. Après, je pourrais répondre par écrit. Oui, voilà. Et je pense qu'il y en a une qui est intéressante parce que ça me permet aussi de poser la limite d'une mission. C'est est-ce que vous avez fait un suivi du réemploi effectif des éléments repris par les repreneurs? Ce qu'est le devenir des choses qui ont été déposées. Non, on n'a pas fait ce suivi. Après, on avait demandé des photos aux repreneurs. Enfin, on leur avait tous demandé ce qu'ils allaient en faire. Ils nous avaient tous un peu expliqué leur projet. Mais non, on n'a pas eu des photos. Donc, merci de me relancer. Comme ça, je m'en occuperai. Après, c'est vrai que potentiellement, il y a peut-être certains repreneurs qui ont peut-être à la marge mis certains matériaux à la benne parce que finalement, ils ne leur convenaient pas. Je ne sais pas. Aussi, ça peut être une question de temps parce que ça a pu être récupéré pour être réemployé dans 1 an ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Sophie, pour ton intervention super intéressante. Je pense qu'il va falloir qu'on laisse la parole aux 2 autres intervenants aussi. Et puis, je te laisse regarder si tu pourrais éventuellement répondre par écrit à certaines questions. N'hésite pas à faire réponse à tous pour que tout le monde le voit. Et donc, du coup, Merci. Merci beaucoup à toi. Et je vais essayer de partager mon écran pour introduire du coup Sylvain Douce, qui est maître d'ouvrage du rectorat de Besançon pour le bâtiment N sur le site de l'Arsenal, et Caroline Chalamont, qui travaille à Grand Besançon Métropole et qui est facilitatrice des clauses sociales. Donc, je vous laisse la parole toutes les deux. Je vais arrêter mon partage, je vais éteindre ma caméra et donc, du coup, vous avez la parole jusqu'à midi 5, midi 10, quelque chose comme ça. Je vous laisse partager votre présentation. Merci, Lina. On va faire le partage. Voilà, donc normalement le partage est fait. On va rester sur une seule slide. On a essayé de compiler un peu toutes les données qu'on a sur notre expérimentation là en économie circulaire sur un seul tableau avec justement des cycles, des cercles qui peuvent illustrer en fait notre démarche. Donc bonjour à tous. On va vous parler d'un chantier expérimental sur Besançon où on a voulu faire une démonstration en local d'une sobriété énergétique. Alors, quand on dit en local, on est quand même allé chercher des connaissances et de l'expérience à l'extérieur. On travaille avec
avec un architecte parisien, des bureaux d'études parisiens. On a tout de même des locaux, mais on travaille aussi avec Bellastock, une partie de l'agence de Bellastock qui est sur Marseille. On travaille avec des Lyonnais également, donc on a besoin d'aller chercher cette expérience et ces connaissances un petit peu plus loin que la Bourgogne-Franche-Comté. Mais on espère justement développer un peu ces connaissances et cette expérience en local et pouvoir être autonome par la suite. Voilà. Donc, pour vous parler un petit peu de notre projet, donc on est sur un bâtiment de centre-ville. Je pense qu'une partie d'entre vous, vous devez connaître Besançon. On est en plein centre, c'est l'ancienne faculté de médecine-pharmacie. Donc, c'est des bâtiments qui datent de 1840. C'est des bâtiments qui, à la base, étaient militaires, qui ont été redonnés à l'État ou à une partie de la direction immobilière de l'État qui met à disposition les bâtiments pour les universités. Ça a été fait, c'était dans les années 70. Voilà, c'est entre 68 et 72. Donc, des grosses transformations dans ce bâtiment avec l'arrivée de béton, de plomb et d'amiante. Encore plus de plomb, parce qu'il y en avait déjà avant, mais on en a rajouté encore et on est arrivé avec ce matériau génial qui s'appelle l'amiante, qui nous facilite énormément la tâche aujourd'hui. Donc, ce bâtiment a après été mis à disposition, donc en premier, dans les années 70, excusez-moi, à l'université médecine-pharmacie. Et en 2012, a été mis à disposition de l'université des langues, qu'on appelle l'UFR et CLHS, ici à Besançon. Et aujourd'hui, on nous demande de transformer ce bâtiment, parce qu'on est vraiment sur un bâtiment qui reste ancré au XXe siècle. On essaye de lui faire un pont vers le XXIe siècle avec une technologie adaptée et des conditions de travail pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants, dignes d'une université moderne. Et du coup, ça, c'est un programme, c'est ce qu'on appelle un programme de l'État. Alors, je vais essayer de zoomer. Lina, tu me diras si ça fonctionne. On va essayer de zoomer sur la partie État. C'est bon, ça zoome. Ouais, c'est bon, ça fonctionne? Oui. Ah, cool, parfait. Donc, le programme de l'État, c'est permettre de regrouper, densifier un petit peu les différents utilisateurs et puis son parc, parce que le parc est un peu disparate, donc on essaie de rattraper un peu tout le monde sur des campus, on appelle ça campus, ou sur des centres apprenants. Améliorer les conditions de travail, ça on vient d'en parler, et aussi diminuer, c'est un peu une nouveauté depuis une dizaine d'années, améliorer les conditions, les dépenses énergétiques de l'État. Donc, soit en production ou l'enveloppe thermique du bâtiment. Nous, ce qu'on a voulu rajouter, c'était un numérique évolutif, parce qu'on s'est rendu compte qu'une installation numérique dans un bâtiment a vite tendance à être obsolète. Donc, on a déjà travaillé dans un premier temps à comment faire en sorte que cet outil numérique puisse évoluer dans notre bâtiment. On s'est dit aussi qu'on avait besoin de mettre en place un système de mutualisation des espaces. Parce qu'on a plusieurs formations différentes sur le site et on a aussi d'autres services de l'État qui sont autour de notre bâtiment et qui peuvent avoir un besoin de salles de formation ou autre. Et aussi, on s'est dit pourquoi pas passer en espace novateur. Donc, c'est ajouter un programme là-dessus qui est les nouveaux espaces pédagogiques. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Donc tout ça, ça passe par une modularité des espaces et une réutilisation des matériaux sur site. Du coup, ce programme de l'État, nous, on avait une volonté en tant que maître d'ouvrage qui était d'améliorer cette sobriété énergétique. Améliorer cette sobriété énergétique au moment de la réhabilitation, au moment des travaux, au moment de ces futures transformations, parce qu'on sait que les programmes pédagogiques évoluent au fur et à mesure des années, et on a besoin de transformer nos espaces, de faire des salles plus grandes ou plus petites, ou développer des labos différents, faire évoluer les labos de recherche pour les enseignants, chercheurs et les étudiants. Et on s'est dit comment faire en sorte de poser des matériaux et être capable de les démonter à un moment donné et peut-être les réutiliser différemment. Ou peut-être déplacer simplement une cloison, déplacer des bureaux à un autre endroit, sans remettre en cause l'enveloppe du bâtiment ou l'intégrité technique du bâtiment. On a quand même des artères d'alimentation électrique ou nos artères numériques qui se déploient sur le bâtiment. Comment faire en sorte que tout ça puisse être évolutif? Donc, on a commencé à inscrire tout ça dans un programme, ce qui nous a pris pas mal de temps, parce qu'il a fallu avoir énormément de concertation avec énormément de monde, et à partir de là, à partir de cette définition d'un programme, on avait besoin aussi de définir un concours pour recruter notre architecte. Alors, un petit zoom. Excusez-moi. Voilà. Pour aller rechercher notre architecte, on avait besoin, au moment du concours, de lui donner des objectifs extrêmement précis pour être sûr d'aller dans la direction de cette sobriété énergétique et du réemploi de matériaux, mais aussi, on en a parlé juste avant, de la capacité de transformer les espaces et d'envisager la fin de vie de notre bâtiment. Comment on allait le déconstruire et comment on allait pouvoir réutiliser une grande partie des matériaux. Donc pour ça, on avait besoin d'un diagnostic. Ce qui est génial, c'est que vous venez d'avoir l'illustration juste avant là avec Bobby. Je ne suis plus du Bobby Remploi avec Madame Lambert, pardon. Excusez-moi. Alors, on vient d'avoir l'exemple, donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait un diagnostic ressources en 2019 avec c'était un premier diagnostic participatif où certains d'entre vous ont dû participer et on a fait une mission complémentaire avec Pelastoc sur Paris, et puis là c'était un bureau sur Marseille pour obtenir exactement la même chose que vous venez de voir, ce qui est un catalogue de matériaux. Et donc ce diagnostic-là a été fourni aux archives au moment du concours. Et le souci qu'on pouvait avoir, nous, c'était d'éviter de bloquer la créativité des archives. Alors, on voulait vraiment que ce concours reste ouvert pour avoir une proposition architecturale sur le centre-ville intéressante. Mais comment faire pour avoir cette économie circulaire en même temps? Du coup, ce qu'on a proposé, c'est de leur demander que deux choses. C'est de s'associer à une personne qui avait la compétence en interne, donc un bureau d'études capable de gérer une économie circulaire, et de nous faire en même temps des propositions de scénarios. Les propositions de scénarios de réutilisation, de réemploi ou de sobriété.
Donc, on leur a demandé bien sûr d'éviter tous les projets qui pouvaient être abracadabrantesques pour éviter de partir dans tous les sens et de nous présenter ça sous forme de tableau, ce qui nous a permis au moment du concours justement de classer les différents projets et les différentes propositions. Ce qui a été important pour nous aussi, ça a été de recruter le bon contrôleur technique. Tout ça, ça fait partie de tout ce qu'on peut appeler les nouveaux métiers. Donc, avoir un AMO capable de nous faire le bon diagnostic, avoir le contrôleur technique capable de comprendre la démarche économie circulaire et capable de nous proposer les missions adaptées à cette économie circulaire. On a parlé d'assurance tout à l'heure, mais l'assurance, justement, on a redéfini quel type d'assurance on mettait sur les matériaux, mais aussi sur la cause, qui n'est pas du tout pareil. On évite d'assurer de façon traditionnelle les matériaux. Par contre, on continue de le faire sur les systèmes de pause. L'assurance des matériaux va être prise en charge soit par nous, l'utilisateur, ou soit par l'entreprise. Donc ça passe par des missions bien spécifiques pour le contrôleur technique. C'est la mission ASE, c'est l'attestation de solutions équivalentes. Une fois qu'on a compris ce truc-là, ça fonctionne extrêmement bien. Après, ça, c'est bien défini par la loi ESSOC 2. C'est hyper intéressant de travailler avec les contrôleurs techniques une fois qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, on avait défini notre programme où on cherchait le bon archi. On avait nos ressources. Maintenant, il nous manquait l'élément essentiel, c'est qui va mettre tout ça en œuvre. Donc, c'est une recherche, c'est les marchés de travaux et c'est rechercher la bonne entreprise. Et pour rechercher la bonne entreprise, on s'est vite rendu compte que c'était des nouveaux métiers. La dépose participative dont Poppy Réemploi nous a parlé tout à l'heure, ici, sur l'Arsenal, on pouvait pas mettre ça en place. Donc, on avait besoin d'avoir une boîte capable de déposer du luminaire, donc intervenir sur des réseaux électriques, déposer des radiateurs, donc il y a un côté chauffagiste, déposer des éléments en béton, parce qu'on va casser tout le béton des années 70, on va essayer de le réemployer, tout ça. Donc, voilà, énormément de missions différentes. Donc, si on va chercher plusieurs boîtes là-dessus, on est sûr on va avoir des prix qui vont exploser. Donc, on réfléchissait avec Caroline sur l'engagement qu'on voulait prendre sur l'achat responsable là, sur ce chantier-là. Et on s'est vite tourné vers l'insertion professionnelle qui nous permettait d'avoir justement ce couteau suisse et cette pluridisciplinarité, excusez-moi, et de pouvoir commencer à déposer des matériaux, à les stocker et à les remettre en œuvre, les retravailler, les nettoyer et les remettre à disposition soit d'un autre chantier, soit du grand public. On peut faire des dons, ça fonctionnera très bien, mais aussi les remettre à disposition des entreprises qui vont intervenir sur le chantier. Donc ça aussi, c'est une définition à prendre en compte au moment de l'écriture des marchés entreprises. C'est vous nous proposez le réemploi, la réutilisation de matériaux qu'on va vous mettre à disposition. Il faudra être capable aussi de nous mettre des matériaux neufs. Donc, voilà. Sur tous les documents marchés, il y a toujours cette approximation sur les quantitatifs qu'on va pouvoir mettre à disposition des différentes boîtes. Je vais laisser la parole à Caroline qui va vous parler justement de ce couteau suisse, de ces nouveaux métiers et puis de cette insertion professionnelle qu'on met en place sur ce chantier. Merci Sylvain. Bonjour à tous.
Donc, pour me présenter brièvement, donc, moi je suis Caroline Salamon, je travaille au sein de Grand Besançon Métropole sur la thématique des clauses sociales depuis 15 ans maintenant. Donc, juste pour vous faire un bref rapide de contexte, c'est vrai que là on est vraiment sur une opération expérimentale avec un maître d'ouvrage public de l'État, un rectorat, sachant que sur le territoire de Grand Besançon Métropole, on a déjà une expérience très ancrée dans la pratique des clauses sociales depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, on va dire on est déjà sur un terreau favorable de relations de confiance entre les différents acteurs, donc donneurs d'ordre et notamment structures d'insertion. Alors, effectivement, la thématique de l'achat responsable maintenant est assez prégnante pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage publics et notamment en État. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir conjuguer comment on allait pouvoir intégrer la thématique des clauses sociales et également pour intégrer la question de la transition écologique. Donc jusqu'à présent, effectivement, on intégrait des clauses d'insertion dans la plupart des marchés de travaux. Et là, ce qui était intéressant de voir, c'est comment on a décidé de travailler en co-construction avec l'ensemble des acteurs, donc maîtres d'ouvrage délégués, AMO sur l'économie circulaire et le cabinet de maîtrise d'œuvre. Comment on a décidé de mettre tout ça en perspective. Donc effectivement, bien avant la publication de l'appel d'offres, Lina en a parlé, Sylvain en a parlé également, on avait déjà fait quelque part une forme de permaculture, je dirais, pour sensibiliser les acteurs de l'emploi et de l'insertion à la question du diagnostic ressources. Il y a une visite qui avait été faite bien en amont du chantier, je crois maintenant, c'était avant le Covid, je crois que c'était en 2019, pour voir un petit peu les possibilités de recyclage et de l'emploi de ces matériaux. Donc moi, mon rôle à moi, c'était de pouvoir effectuer un rôle d'interface entre la maîtrise d'ouvrage déléguée, les cabinets de maîtrise d'AMO, économie circulaire, et l'ensemble des structures d'insertion locales qui étaient intéressées pour participer à ce chantier-là. Donc, en lien avec Maïté Marandin, donc, la responsable projet du pôle ressources IAE sur le secteur, donc, nous avons convié l'ensemble des structures d'insertion locales qui intervenaient sur le secteur du bâtiment et de la gestion des déchets pour faire une présentation, une matinée d'échange sur la présentation du projet, avec en perspective la constitution d'un lot spécifique réemploi. Donc, c'était d'échanger vraiment sur un point de vue technique, les attendus de la maîtrise d'ouvrage, et voir de quelle manière les structures d'insertion, comment ça pouvait répondre et entrer en résonance avec effectivement leur perspective. L'idée derrière, c'était également d'aller, on était vraiment sur l'expérimentation. Donc, l'expérimentation, elle ne passe que par, si on tisse, on construit et on travaille sur le long terme une relation de confiance. La relation de confiance, elle se constitue pour faire en sorte déjà que les gens se rencontrent, se connaissent et se parlent. Donc, c'est le rôle de facilitateur de faire ce travail-là. Donc, la réunion, je dirais, a été assez fructueuse et à l'issue, on va dire, il y a 3 structures donc, qui avaient déjà travaillé avec différents maîtres d'ouvrage publics qui lui ont montré un intérêt commun à pouvoir répondre à ce lot-là. Donc, une structure de démolition, donc, on peut les citer. Donc, là, alors, la notification n'est pas encore faite. Ah bon, alors, je ne citerai pas. tout de suite. Merci Sylvain. Je ne citerai pas, donc, on va dire, une entreprise d'insertion donc, spécialisée dans les travaux de démolition de gros œuvres, une autre structure d'insertion qui intervient notamment sur tout le secteur du tri, de la gestion des déchets, et une autre structure d'insertion qui intervient depuis également de nombreuses années, notamment sur toute la partie gros œuvres, second œuvre. Donc, il y a eu un groupement solidaire qui s'est mis en place avec une réponse conjointe. Donc là, dans le cas spécifique de ce marché, il a été choisi de faire un marché réservé en direction des structures d'insertion, qui est une des déclinaisons possibles des clauses sociales. Donc, on connaît aujourd'hui les clauses sociales par rapport au volume d'heures qui peut être inscrit dans le cas des appels d'offres classiques. Et là, on est sur une autre déclinaison où on fait clairement un choix politique du maître d'ouvrage de faire une limitation de concurrence en direction de structures qui œuvrent en priorité en faveur de l'insertion. Donc, ça a été le cas ici, sachant qu'on a déjà, quelque part, protégé, en tout cas, ou encadré
et vérifier les concordances entre les attendus des uns et des autres. Donc, ce qui peut être effectivement un premier frein, parce que si on n'avait pas, c'est une démarche qu'on a vraiment co-construite dans le temps, parce que les freins, ils sont là, c'est la méconnaissance du sujet. Est-ce que ça va entrer dans le budget? Est-ce que logistiquement, les structures ont les moyens de pouvoir répondre aux attendus? Ben voilà, il y a tout un sujet qui nécessite un accompagnement au long cours, à la fois en direction du donneur d'ordre et en direction des structures d'insertion, pour mettre l'ensemble de ces acteurs-là en confiance, de façon à se prémunir, à ne pas gérer quelque part un SAV avec des problèmes qui pourraient apparaître. Et là, tout l'enjeu, en gros, de la mission du facilitateur, c'est vraiment cette logique d'accompagnement avant le marché, pour justement sécuriser la procédure et faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent se sentir en confiance. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est vraiment sur une première expérimentation avec une procédure, avec un marché public. L'enjeu, je pense, ici, on est vraiment dans comment on combine à la fois la question de l'inclusion sociale, la question de la réponse aux enjeux écologiques et de l'économie de proximité. On voit bien qu'on est aujourd'hui à un moment de bascule avec ce qui se passe, notamment avec les alertes du dernier rapport du GIEC, avec également une mutation des métiers. Et comment on va essayer d'amener l'ensemble des acteurs dans l'insertion vers de l'innovation. Donc c'est là aussi où je pense qu'on était tous dans une volonté d'expérimenter et qu'on casse quelque part aussi les clichés ou les caricatures qui pouvaient se faire par rapport au terme insertion, et comment on va combiner la logique de l'innovation avec celle de l'insertion en amenant effectivement ces salariés à appréhender des nouveaux métiers qui sont des enjeux de demain. Voilà un petit peu la démarche. Donc, en tout cas, on est ravis, je pense, avec Sylvain, de cette expérimentation, parce que c'était quelque chose qui n'était pas évident, parce qu'effectivement, il y a des craintes de toutes parts, et effectivement, le cerveau humain n'est pas calibré pour le changement, on va dire. Le changement, c'est, mon Dieu, la résistance, on ne fait pas comme d'habitude, donc on va se retrouver avec des problèmes. Donc, on est bien souvent avec en gros, certains acteurs qui peuvent freiner cette démarche de changement. Et là, effectivement, on avait le maître d'ouvrage public, avec Sylvain, la maîtrise d'ouvrage déléguée, avec Célia, le maître d'œuvre, l'AIMO, et tout le monde était vraiment partant. Donc, c'est vrai que là, on était vraiment sur une dynamique vraiment de volonté avec une locomotive. Donc, c'est vrai qu'on pourra vous en dire plus une fois qu'on sera tous les mains dans le cambouis. Mais... Alors on a commencé à avoir, si juste 2 minutes là-dessus, on a commencé à avoir les mains dans le cambouis et on voit tout de suite que déjà ça fonctionne. Ça, c'est le truc qui est super intéressant, et on a tout de suite vu que la communication était essentielle pour ce type de chantier. Il faut communiquer avec tout le monde, que ce soit le désamianteur qui passe avant, le lot curage, faut discuter, présenter, représenter en permanence le projet et cette volonté de mettre en place une économie circulaire. Voilà, à peu près. Et Lina, est-ce que ça te va, cette présentation qui était un peu brouillonne, mais… Non, c'était très bien. Par contre, je me rends compte qu'on est un peu beaucoup dans notre sujet, parce que pour nous, c'est parfaitement clair où en est ce projet, parce qu'on a parlé de retour d'expérience. Donc, on peut peut-être juste resituer pour tout le monde le calendrier de ce projet et où il en est et de quel retour. Enfin, en fait, on parle d'une retour d'expérience d'une étape bien précise, là, qui est celle que vous venez d'évoquer, parce que le projet, tu l'as évoqué, enfin, on est en train de notifier sur le point de notifier le marché du lot réemploi, c'est ça? Alors même l'ensemble, en fait, on a déjà notifié une partie des marchés sur le clos couvert. On est en train de notifier petit à petit tous les différents marchés. Donc je crois que le lot réemploi, ce sera fait, je dis à mon avis, ça va être fait aujourd'hui même. C'est en cours. Et parce que c'est un gros chantier, c'est une période qui est compliquée avec les différents plans de relance et les différentes crises qu'on a subies.
Donc, on n'a pas l'ensemble de nos lots, mais c'est en train d'arriver. Et le projet, c'est de désamianter pour l'été et c'est de commencer à faire les gros travaux cet été. D'accord. Donc, du coup, pour resituer le contexte, il s'agit d'un chantier pilote qui sera suivi dans toutes les étapes et il y aura, là, c'était un retour d'expérience concernant les motivations de maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un chantier pilote en marché public et avec la spécificité d'avoir un marché réservé avec les entreprises d'insertion. Et donc, on va suivre les prochaines étapes au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Et du coup, je vais pouvoir… Oui, La prochaine étape, Lina, ça va être de créer une cité de chantier. oui, Et ce chantier, c'est du stockage, des ateliers de remise en état des matériaux. Et puis aussi, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est un outil pédagogique et ça va être de la com. Et ça va être, si vous êtes archi, si vous êtes maître d'ouvrage, si vous êtes une entreprise qui est intéressée par ce type de démarche, on va essayer d'ouvrir ce chantier et vous montrer ce qu'on a réussi, puis aussi ce qu'on a foiré, quoi. C'est important de tout montrer. voilà. Et donc, du coup, ça va me permettre de reformuler quelques questions parce que il y a quelqu'un qui n'était pas au fait parfaitement du calendrier qui a demandé quels sont les matériaux qui ont pu être récupérés sur ce projet. Donc, c'est un peu tôt pour le dire, mais est-ce qu'on peut quand même situer le niveau d'ambition de réutilisation in situ des matériaux et le niveau d'ambition par une matériothèque spécifique au chantier d'essayer de faire voyager ces matériaux vers d'autres destins. Alors, on a défini plusieurs choses. Il y a déjà tout ce qui est réutilisation de petits matériaux qu'on peut récupérer facilement. Par exemple, des cloisons bois. On a des cloisons bois dans ce bâtiment. Ça va nous permettre d'avoir, pour du réemploi, un peu de stock matériaux type. Ces matériaux, on va même pouvoir les réutiliser pour faire la cité de chantier, donc nos installations de chantier plus la cité de chantier. On a la réutilisation, on peut avoir réutilisation ou réemploi de faux plafonds. Est-ce qu'on les réutilise en faux plafond? Est-ce qu'on les utilise en parement phonique? Il y a ces choses-là. On a aussi des lampes et on a aussi tout ce qui est radiateur en fonte. Déjà 2-3 qui ont été cassés, mais ça va, on va s'en sortir. Donc ça c'est assez facile à gérer. Par contre, après, on part sur des matériaux un peu plus compliqués à aller chercher. Ça va par exemple être des tuiles. On ne parle pas de réemploi de tuiles pour faire de la tuile. Parce que ça, c'est quelque chose de traditionnel. N'importe quel couvreur sait faire ça. Ils savent taper leur tuile et savoir s'ils peuvent la réutiliser ou pas. Mais ça va plutôt être pour du réemploi de façon différente. On va essayer d'en faire du parement de sol. Voir si on respecte, parce qu'on est quand même dans un lieu public, est-ce qu'on respecte, par exemple, notre UPEC, la glissance, la résistance du matériau, la résistance on doute, mais c'est plus la glissance ou autre. Est-ce qu'on peut réutiliser une tuile comme un parement? Mais après, il y a aussi les bétons. On a énormément de béton dans ce bâtiment. Est-ce qu'on va les découper? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc là, il y a encore une réflexion là-dessus qui, pour le moment, on ne va pas trop loin. On a aussi toutes les menuiseries. Il y a énormément de menuiseries sur ce bâtiment. Mais le gros souci, c'est l'amiante. Et pour vous tous là qui avez vos différents projets, différents chantiers, c'est hallucinant comme l'amiante peut être contraignante. L'amiante sur du bois, c'est fini. On peut pas le nettoyer. Donc pour le moment, on en est vraiment à essayer de retirer le plus possible d'amiante sans casser ce qu'il y a autour. Et après, on y verra un peu plus clair. Ok, merci. Merci Sylvain. Concernant la cité de chantier,
Est-ce que c'est une initiative de l'entreprise qui a répondu au marché ou est-ce que le marché de déconstruction demandait déjà la mise en place d'une cité de chantier? C'est une idée qui est arrivée assez rapidement. C'est une discussion avec donc notre AMO Bellastock et puis notre maître d'œuvre, donc qui est à l'atelier Novembre à Paris, et surtout Albert et compagnie, donc qui est la compétence en interne qui est le bureau d'études en économie circulaire avec le maître d'œuvre, avec l'archi. On a discuté de tout ça, on s'est dit qu'on voulait éviter le transport de matériaux, on voulait faire de la dépose en interne et essayer de transformer les éléments en interne aussi. C'est ce qui se fait énormément sur le MH, sur les monuments historiques. La plupart du temps, vous avez une cathédrale, et ben vous avez des ateliers qui sont en pied de cathédrale. Comme ça, c'est toujours fait. Si on a besoin de refaire une pierre, et ben on le fait en pied de monument historique. On va pas aller découper la pierre, on la démarre loin, mais on va pas venir la calibrer sur place, la ramener en atelier et puis la ramener sur place. Donc on s'est inspiré un petit peu de tout ce qui se faisait et tout ce qui se fait encore. Alors, je vais, l'heure tourne, je vois, donc je vais poser 2 dernières questions, même si on pouvait certainement passer une grande partie de la journée en discutant de ce sujet. Concernant la collaboration entre Grand Besançon Métropole et le rectorat qui est maître d'ouvrage sur cette opération pour les marchés d'insertion, etc., est-ce qu'il y a eu une formalisation de cette collaboration pour les marchés ou est-ce que c'est une action territoriale? Comment on peut le décrire cette collaboration? Il y a 2 choses parce qu'en fait, nous on travaille avec Caroline depuis un petit bout de temps parce que c'est pas notre premier marché réservé. C'est vrai que l'insertion professionnelle, c'était un petit peu une zone mystérieuse il y a encore quelques années. Et on s'est rapproché de Caroline pour qu'elle nous explique un peu comment ça fonctionnait. On a déjà expérimenté sur d'autres chantiers, donc le marché réservé. Donc ça, c'était une première collaboration. Et on a été mis ce qui a forcé un peu le rapprochement, c'est aussi une initiative de Grand Besançon Métropole, qui est de faire une animation autour de l'économie circulaire avec Anne-Cécile Clure qui anime ça, qui fait ça superbement bien. Puis donc, du coup, il y a le CEREMA, là-dedans, il y a la région, il y a plein d'autres intervenants, c'est extrêmement intéressant. Puis toi, l'organisation, on n'a pas de contrat, quoi. Non, on n'a pas de contrat. Après, moi, je travaille pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage publics et privés sur le périmètre de Grand Besançon Métropole. Parce que mon poste est financé jusqu'à présent par l'agglomération et par le Fonds social européen. Et cette partie financière nous permet, en gros, de travailler gracieusement pour l'ensemble, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a de nouvelles programmations, donc je ne sais pas encore ce qu'elle va donner. Et ce qui fait qu'en gros, j'ai cette... c'est les seuls. Donc, qui me permet en gros de travailler pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage publics et privés. On va donc, là depuis. Pour le bien commun. Pardon ? Pour le bien commun, enfin pour le bien de tous. Le guichet unique pour un périmètre géographique pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage publics et privés, en gros. En gros, pour solliciter, je travaille avec vous. En gros, c'est ça qui se passe. Ok. Alors, je suis tentée par les questions, donc je m'embarque, même si on se rapproche de la fin du créneau prévu. 2 questions qui sont liées à la communication, à la fois concernant les matériaux, je les pose en une fois, tu verras comment tu réponds, Sylvain. Les matériaux qui ne seront pas réemployés sur site, comment est-ce que la communication va être faite pour que d'autres professionnels pourraient venir se servir ou s'approvisionner? Et puis, pareil, pour des professionnels qui souhaiteraient justement venir visiter ou profiter de votre expérience, à qui ils doivent s'adresser? Est-ce que c'est possible? Alors ça, c'est aussi un autre métier qu'on essaye de mettre en place. Ça va vraiment être la gestion de ce lot réemploi. Il nous faut quelqu'un sur site qui
faut être capable de communiquer avec tout le monde, avec les entreprises, avec maître d'ouvrage, maître d'œuvre, et d'organiser tout ça. On va essayer d'avoir cette cité de chantier avec des magasins. Créer un magasin de stockage et l'ouvrir, je sais pas, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, au grand public, parce qu'on peut faire du don au grand public, mais aussi l'ouvrir aux autres maîtres d'ouvrage locaux. Donc, on est déjà en discussion avec les services techniques, par contre, de la ville de Besançon, pour mettre en partage des espaces de stockage. Mais ça veut dire aussi mettre en partage peut-être des matériaux. C'est-à-dire qu'eux vont arriver avec leurs matériaux à stocker, peut-être qu'ils vont être intéressés par certains matériaux que nous, on peut avoir, peut-être que ça va être l'inverse, et on peut commencer à mettre en place une bourse d'échange. Donc, il y a ça qui est en train d'être mis en place. Ça se fait lentement, mais je pense que la dynamique va se mettre en route à partir du moment où on aura déjà démarré les différents stockages. Et on aura mis en route les ateliers. Mais pour répondre à ta question, il y a énormément de grandes menuiseries, des belles menuiseries bois sur site. On a encore un petit souci avec de l'amiante là-dessus. Si on arrive à gérer ce problème-là, le but, c'est de les mettre à disposition des habitants du centre-ville de Besançon. C'est ouvrir en une fois et dire bah, vous venez et on s'inspirera. D'ailleurs, je pense qu'on prendra contact avec Bobby Réemploi pour mettre en place un peu ce type de vente. Donc là, c'est pas de la dépose. Vous venez direct, on fait la dépose pour vous et vous venez récupérer les matériaux directement. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup tous les deux pour votre intervention. Je vais reprendre la parole pour terminer avec quelques minutes de retard ce web rendez-vous en partageant mon écran. J'espère que c'est bon. Et justement, ce qu'on a fait là aujourd'hui, c'est de partager des expériences pour montrer à l'ensemble des professionnels que c'est possible de faire du réemploi à différentes échelles et que c'est justement par le partage des expériences et par l'exemple qu'on arrive tous à progresser ensemble. Donc, à ce titre-là, je voulais vous parler, si vous ne l'avez pas déjà repéré, du concours Trophée bâtiment circulaire qui est organisé par le Booster du réemploi et construction 21 et dont le pôle énergie est partenaire. C'est la 2e édition qui s'est ouverte au mois de février et c'est un concours qui est ouvert à toute opération qui a intégré des matériaux de réemploi et qui a été livré au plus tard le 31 mai 2022. Donc, c'est encore pas possible ni pour le Centre Dauphine ni pour le projet de l'Arsenal, mais peut-être pour l'édition prochaine, sait-on jamais. En tout cas, pour participer, c'est très simple. Il faut simplement publier une étude de cas décrivant l'opération sur le site du Construction 21 avant le 13 mai. Et à une échelle beaucoup plus modeste que ça, parce que les trophées circulaires s'est ouvert cette année et l'année dernière, c'était à l'échelle nationale. Cette année, c'est à l'échelle internationale. Ça s'est ouvert à d'autres pays aussi. Nous, on reste modestement sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Et justement, le rôle du pôle énergie, c'est entre autres de partager les expériences. Donc, si vous avez un projet qui, même à une toute petite échelle, met en œuvre du réemploi sur le territoire de la Franche-Comté, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous ai mis mon adresse mail sur le slide. On peut faire vous aider à communiquer sur votre opération et faire connaître justement les différentes initiatives qui peuvent inspirer d'autres. Pour aller plus loin, à la fin, j'ai mis quelques liens, notamment l'article sur le site de Bobby Réemploi qui explique le retour d'expérience sur la dépose participative. Le pôle énergie fait partie du groupe de travail sur le territoire de Besançon autour de l'Arsenal. Donc, on a depuis les premières
de ce projet 2019 suivi les différentes étapes. On a pour vocation de communiquer aussi sur le projet tout au long de ces phases sur notre site. Pour de l'inspiration, je vous ai mis un lien vers les 36 fiches pratiques pour le réemploi de matériaux dans le cadre du programme européen, le FCBRE, où il y a beaucoup d'informations très concrètes. Également, notre structure consoeur Ville Aménagement Durable sur le territoire de Lyon, qui a mis en place une fiche super pertinente avec les 10 idées reçues à déconstruire concernant le réemploi. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à en prendre connaissance. Et puis, finalement, un peu de pub pour une publication qui est sortie l'année dernière. Le Pôle Énergie fait partie du réseau Bâtiment Durable. Donc, toutes les structures équivalentes à la nôtre dans toutes les régions de France se sont mis ensemble pour réunir dans une seule publication les différentes initiatives, justement aussi pour inspirer et pour donner des idées aux autres. Et pour terminer, nous avons connu toute une période avec des rendez-vous avec le Grand Besançon Métropole sous ce format-là, comme aujourd'hui, avec sous format webinaire, qui a l'avantage de pouvoir atteindre beaucoup de gens dans la région, dans tout son périmètre et aussi dans toutes les autres régions de France. À partir du mois prochain, pour cette collaboration spécifique avec le Grand Besançon Métropole, on repassera en mode physique. Donc, le mardi 12 avril, on vous donne rendez-vous dans le centre d'affaires Le Signal à la gare TGV Besançon pour une intervention avec Olivier Joffre de la Société Neutronique qui va nous parler de bien comprendre l'humidité dans les parois. Et concernant les web rendez-vous, dans le cas d'autres partenariats et pas avec le Grand Besançon Métropole, on reviendra vers vous ultérieurement pour la programmation. C'est terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.